Il était champion du monde des poids lourds, un prédicateur, un pilier de sa communauté. Berbick revient avec un coup de poing droit. Mais derrière les portes closes, Trevor Berbick cachait quelque chose de révoltant. Car sous la gloire, il menait une double vie. Un homme de Dieu qui a commis des fraudes, des agressions, et un crime si horrible que je peux à peine le prononcer à voix haute. Et à la fin, sa propre famille s'est retournée contre lui, de la manière la plus brutale imaginable. Il parlait peut-être de morale à l'Église, mais hors des projecteurs, Trevor Berbick n'en avait aucune. Alors, comment un homme est-il passé de dominer Ali à devenir un paria irrationnel et violent? Pour comprendre comment une vie si prometteuse a pris un tournant si sombre, nous devons remonter à ses débuts. Son histoire n'a pas commencé par des points ou la célébrité. Elle a débuté à Port Antonio, en Jamaïque, une paroisse rurale, où la vie était dure et les perspectives limitées. Les opportunités ne se présentaient même pas facilement, et celles qui existaient frappaient à peine à la porte. Pour le jeune Trevor, la boxe n'était pas seulement un rêve. C'était sa voie de sortie d'une vie qui offrait peu d'autres options. Et il s'est échappé, avec à peine 11 combats amateurs à son actif. Berbick a tout de même atteint les Jeux panaméricains de 1975 et, d'une manière ou d'une autre, a décroché une médaille de bronze. Un an plus tard, il était sur la scène olympique à Montréal. Il n'a pas gagné. Il n'était même pas près de la victoire. Mais il y avait quelque chose de féroce en lui, une puissance brute, difficile à ignorer. Il est reparti sans médaille, mais avec quelque chose de plus important. Il a appris à encaisser une défaite et à continuer de frapper. Au lieu de rentrer chez lui, Berbick était resté au Canada, et ce choix a tout changé. Il a explosé sur la scène professionnelle. 11 victoires consécutives, 10 par knockout. Une puissance brute, une puissance effrayante. Le genre qui donne des frissons, même en regardant depuis les gradins. Mais les fissures n'ont pas tardé à apparaître. Le 3 avril 1979, Berbick a été mis au tapis au premier round par Bernardo Marcado. Un seul coup, extinction des feux. Ce n'était pas juste une défaite, c'était un avertissement. Pour un homme qui se voyait comme invincible, cela a brisé l'illusion, et la manière dont il a géré cela nous en a dit bien plus que n'importe quelle victoire. Pourtant, Berbick a continué à frapper, et puis est venu le combat qui a gravé son nom dans l'histoire de la boxe. Le 11 décembre 1981, le drame aux Bahamas. C'était le dernier combat de Muhammad Ali, mais soyons honnêtes, ce n'était pas un combat. C'était une tournée d'adieu qui a mal tourné. Ali avait presque 40 ans, était lourd, instable, et montrait clairement les premiers signes de la maladie de Parkinson. Regarder cela était inconfortable. Berbick a gagné par décision unanime. Décision unanime pour Trevor Berbick. Eh bien, voilà, Trevor Berbick, une décision unanime. Mais ce n'était pas le genre de victoire qu'on célèbre avec des feux d'artifice. C'était triste, vraiment, de voir Ali dans cet état. Certains l'ont qualifié de méchant pour avoir pris part à la chute d'Ali. D'autres ont vu un homme qui a fait ce qu'il devait faire. Quoi qu'il en soit, son nom a été ajouté à une liste exclusive. Les hommes qui ont battu le plus grand. Et à partir de ce moment, le monde de la boxe a dû le prendre au sérieux. Puis est venu son apogée. En 1986, il a battu Pinkland Thomas et a remporté le championnat des poids lourds WBC. C'était ça, le sommet. Une ceinture qui signifiait qu'il était officiellement arrivé. Mais il n'a pas pu profiter longtemps de la vue, car seulement 8 mois plus tard, il a croisé le chemin d'un bulldozer nommé Mike Tyson. Tyson n'avait que 20 ans, jeune, invaincu et terrifiant. Ce combat n'a pas duré longtemps. Au deuxième round, les poings de Tyson ont mis Berbick au tapis, dans l'un des knockouts les plus célèbres de l'histoire de la boxe. Il devrait pouvoir se relever de ça.
Ses jambes semblent hors service. Elles le sont, alors que Trevor Bourbic retombe. Si vous avez déjà vu ces images de Berbick essayant et échouant à se relever, vous savez à quel point c'était grave. Ce moment n'a pas seulement mis fin à un combat. Il a mis fin à une ère. C'était le début de la chute de Berbick. Et cette fois, il n'y avait pas de retour possible. Avec les ceintures de champion viennent les attentes, les contrats publicitaires, la gloire, peut-être même un peu de paix dans le chaos de la vie. Mais pour Trevor Bourbic, rien de tout cela n'a tenu. Le succès dans le ring allait de pair avec quelque chose de plus sombre. Une colère qu'il ne pouvait cacher et des démons qu'il ne pouvait chasser. Même au sommet, on pouvait voir les schémas émerger. Ce n'était pas juste des sautes d'humeur, c'était des crises. Cette défaite contre Tyson, ce n'était pas juste un knock-out. C'était un signal d'alarme rouge clignotant. Le Bourbic que nous voyions se tenait sous les projecteurs. Mais derrière les sourires qu'il offrait aux caméras, quelque chose de plus sombre rôdait. Et même lorsque sa carrière de boxeur a commencé à s'estomper, il n'a pas arrêté de donner des coups, même quand ce n'était pas légal. À la fin de son apogée, les histoires ont commencé à s'accumuler. Des éclats publics, des accusations persistantes, des querelles personnelles qui dégénéraient en confrontations chaotiques et laides. Mais il y a eu une confrontation qui a pris tout le monde par surprise. Elle impliquait Larry Holmes. Mais ce n'était pas dans un cadre de boxe. C'était quelque chose de totalement différent. Imaginez deux champions poids lourds, pas dans un ring, mais en train de se battre dans un parking d'hôtel comme deux ivrognes. C'est exactement ce qui s'est passé entre Trevor Bourbic et Larry Holmes, dans l'un des moments les plus absurdes et embarrassants de l'histoire de la boxe. C'était en 1991. Les deux hommes étaient bien loin de leur prime. Mais devant l'hôtel Diplomate à Hollywood, en Floride, deux hommes qui avaient autrefois rempli des arènes se battaient comme des voisins, en colère en plein jour. Et oui, tout cela a été filmé. Le contexte, Berbick s'est pointé à une conférence de presse à laquelle il n'était pas invité. Bruyant, désinhibé et clairement en quête d'une bagarre, verbale ou autre. Holmes, calme comme toujours, l'a ignoré comme un moustique. Bourbic, cependant, n'allait pas lâcher l'affaire. Il s'est lancé dans ce que les témoins ont décrit comme un discours bruyant et décousu, lançant des accusations farfelues selon lesquelles Holmes avait utilisé une femme pour tenter de saboter son mariage. Ça ne s'est pas arrêté là. Berbick a donné l'impression que Holmes lui devait de l'argent. Et selon certains rapports, il a ajouté des insultes sur la famille de Holmes pour faire bonne mesure. Peu importait si tout cela était vrai. Ce qui comptait, c'était le chaos pur qui sortait de la bouche de Berbick, la volatilité qu'il affichait. Pour tout le monde dans cette salle, c'était comme une éruption, attendant un déclencheur plus important. Et quelques heures plus tard, cette explosion est arrivée. Dans le parking de l'hôtel, Bourbic et Holmes ont été filmés en train de surler dessus. Berbick aurait relancé la confrontation, poussant Holmes à bout, et puis Holmes a craqué. C'est là que les choses sont devenues physiques. Et écoutez, Holmes ne plaisantait pas. L'un des moments les plus mémorables de cette scène chaotique, et la raison pour laquelle cette vidéo est devenue virale bien avant l'ère de YouTube, était la vue de Larry Holmes, non seulement lançant un coup de poing, mais sautant d'une voiture garée pour le faire. Oui, il a littéralement grimpé sur une voiture et s'est lancé comme un cascadeur de la WWE. Ce coup n'a pas seulement atteint sa cible. Il a scellé ce moment comme l'un des plus surréalistes de l'histoire de la boxe. Le combat en lui-même n'était pas beau. Bourbic gesticulait et semblait plus concentré à crier qu'à se défendre. Holmes, pendant ce temps, agacé et déterminé, laissait ses poings parler. C'était le chaos total. Cris, bousculades, spectateurs essayant soit de les séparer,
soit d'enregistrer la folie. Mais ce n'était pas juste une bagarre embarrassante pour Bearbic. Cela symbolisait quelque chose de plus profond, quelque chose qui couvait sous la surface. Sa crise à la conférence de presse, sa paranoïa, les accusations bizarres, ce n'était pas nouveau pour lui. Il avait toujours flirté avec le chaos. Ce n'était pas son premier éclat public, et ce ne serait pas le dernier. Mais le voir perdre complètement le contrôle devant les caméras, c'était différent. Avec le recul, cet incident semble être un signal d'alarme. Parce que ce qui aurait pu être considéré comme une mauvaise journée ressemblait maintenant à un symptôme de quelque chose de beaucoup plus sombre. Car ce qui a suivi n'était pas seulement troublant, c'était révoltant. 1991 était censé être son année de retour, sa grande rédemption. Après avoir été écrasé par Tyson, il avait promis de tourner la page. Plus de boxe, plus de chaos. Du moins, c'est ce qu'il disait. Mais au lieu de se reconstruire, 1991 est devenu l'année qui a marqué le début de la fin. Et il n'a pas fallu longtemps pour que les choses deviennent laides. Cela a commencé par un acte de violence choquant. Bearbic a accusé son ancienne gestionnaire d'affaires d'avoir volé 40 000 $. Une accusation sérieuse, mais ce qu'il a fait ensuite était encore plus grave. Il l'a menacée avec une arme à feu. Pas une dispute animée, pas un différend légal, une confrontation armée. Les témoins ont décrit la manière dont il semblait attiser la situation. Des accusations lancées sans beaucoup de preuves, une rage émotionnelle qui semblait surgir de nulle part, et un manque total de maîtrise de soi. Et c'était un homme qui prêchait autrefois depuis la chair. Un homme qui prétendait représenter Dieu menaçait maintenant la vie de quelqu'un. Ce n'était pas seulement disgracieux, c'était dangereux. Et ces accusations d'agression ont été la première fissure réelle dans la digue légale qui allait bientôt céder. Mais ne nous voilons pas la face. Ce n'était pas un incident isolé. Un an plus tard, Bearbic s'est retrouvé dans des ennuis encore plus graves. Cette fois, les gants étaient tombés et le crime était une fraude froide et calculée. Il a falsifié la signature de son ex-femme pour obtenir une hypothèque. Le stratagème était assez simple. Il voulait l'argent et a décidé d'entraîner sa propre famille dans ce gâchis pour financer sa désespération personnelle. À ce moment-là, l'argent de la boxe s'était tari, et sa fortune déclinante l'a poussé dans des situations comme celle-ci, où il jouait avec la loi et finissait inévitablement par perdre. La condamnation pour vol aggravé au second degré n'a fait que confirmer ce qui devenait douloureusement évident. Il s'autodétruisait et il entraînait les autres avec lui. Mais même cela n'était pas le pire. Loin de là. Plus tard cette même année, le détail le plus révoltant de la double vie de Bearbic a finalement été révélé. Il a été condamné pour viol. Ce n'était pas juste un autre scandale public. C'était abject. La victime était une femme de 26 ans qui travaillait comme babysitter pour ses enfants. Selon son témoignage, Bearbic s'est rendu à son appartement, s'est frayé un chemin à l'intérieur et a commencé à lui retirer ses vêtements. Quand elle a résisté, il l'a frappée et l'a immobilisée. Le procès a été chargé d'émotions et quand le verdict est tombé, il a été rapide. Coupable. Ce n'était pas juste une autre histoire d'un athlète pris dans des ennuis juridiques. C'était un crime qui révélait le genre d'homme qu'il était devenu à huis clos. Pas juste imprudent, pas juste en colère, prédateur. C'était le point de non-retour. Ce moment a fait s'effondrer son image publique tout entière. Champion poids lourd, homme d'église, père. Cette tâche permanente sur son dossier n'a pas seulement mis fin à sa carrière. Elle a anéanti tout le capital de sympathie qu'il aurait pu avoir auprès de ses fans ou même de ses pairs. Tout le respect que Bearbic avait autrefois inspiré a été détruit. Son héritage n'était pas terni. Il était effacé.
Plus de seconde chance. Impossible de le présenter sous un autre jour. À partir de ce moment, il n'était plus seulement un ancien athlète en difficulté. Il était un criminel. En rétrospective, 1991 n'était pas juste une mauvaise année. C'était le début de la fin. Cette année-là a arraché le masque. Elle a révélé qui il était vraiment. Pas juste imparfait, mais dangereux. Et à partir de ce moment, chaque crime, chaque procès, chaque arrestation suivait la même trajectoire. Rage, imprudence et zéro responsabilité. Le schéma était clair désormais. Où qu'aille Trevor Bourbick, le chaos suivait. Et cela se rapprochait de chez lui. Si 1991 a marqué la chute, ce qui a suivi a prouvé qu'il y avait encore un long chemin à parcourir vers le bas. Parce que, aussi grave que cela ait déjà été, Trevor Bourbick était loin d'avoir touché le fond. Même la prison n'a pas mis fin au chaos. Après avoir purgé seulement 15 mois pour agression sexuelle et autres charges, Bourbick a foncé tête baissée dans d'autres ennuis dès sa sortie. En 1997, il a été expulsé des États-Unis vers le Canada pour avoir violé sa liberté conditionnelle. Cela aurait dû être la fin. Mais Bourbick n'en avait pas fini avec ses choix imprudents. Il est retourné clandestinement dans le pays. Il a été pris et expulsé à nouveau, cette fois pour de bon. En 2002, il a été renvoyé en Jamaïque pour la dernière fois, non pas comme un héros national, mais comme un homme exilé des deux pays qui avait autrefois construit sa légende. C'était la même séquence. Défiance, destruction, répétition. C'était comme si chaque fois que la vie lui offrait une chance de recommencer, il la jetait par la fenêtre. Et les ennuis ne se sont pas arrêtés avec l'expulsion. Ils l'ont suivi directement en Jamaïque, jusque dans la maison de sa propre famille. En janvier 2003, quelques mois seulement après son retour, Bourbick était de nouveau menotté. Cette fois, l'accusation était un cambriolage. Et la prétendue victime était sa propre belle-sœur. Les objets, une perceuse électrique et une pioche. Difficilement le genre de butin qui évoque un génie du crime, mais c'est ce qui rendait cela encore plus pathétique. Sa belle-sœur, Gwendolyn Facey, a affirmé qu'il s'était introduit chez elle et les avait volés. Bourbick, comme toujours, a tout nié. Il a prétendu que c'était un coup monté. Il a dit que les outils avaient été placés là. C'était juste un autre exemple de la manière dont, dans son esprit, le monde était toujours contre lui. L'affaire n'a pas été loin. Facey a finalement refusé de porter plainte, et Bourbick s'en est sorti libre. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Pas à son casier judiciaire, mais à ce qu'il restait de sa crédibilité. En 2006, la vie de Trevor Bourbick ne se contentait plus de se déliter. Elle était en chute libre. Plus tôt cette année-là, il a été accusé d'agression pour avoir prétendument frappé sa belle-sœur, la même femme qu'il avait été accusé de voler 3 ans plus tôt. Les détails sont flous, mais l'accusation en elle-même en disait long. Ce n'était pas un étranger dans la rue ou un rival boxeur. C'était la famille. Et pourtant, la violence continuait de déborder de lui. À ce stade, il est difficile de qualifier cela de choquant. C'était juste Bourbick étant Bourbick. Un autre titre, un autre gâchis, un autre signe que le peu de contrôle qu'il avait autrefois avait disparu depuis longtemps. Mais peut-être y avait-il plus que de la rage et de l'imprudence. En 2000, un scanner a révélé quelque chose qui aurait dû tout arrêter. Un caillot de sang dans son cerveau. Sa licence de boxe a été immédiatement révoquée. Mais ce diagnostic n'était pas seulement une alerte médicale. C'était une fenêtre sur tout ce qu'il était devenu. Des années de coups dans le ring avaient laissé des dommages invisibles. Et maintenant, cela le rattrapait. Les médecins ont appelé cela une lésion cérébrale traumatique chronique, CTBI. Dans les cercles de la boxe, on l'appelle mieux la démence pugilistique,
ou ce que nous appelons maintenant l'encéphalopathie traumatique chronique, CTE. C'est le côté sombre du sport dont personne ne veut parler. Perte de mémoire, paranoïa, saute d'humeur explosive, violence non provoquée. Et quand on regardait Berbick, ses éclats, son comportement bizarre, son incapacité totale à éviter les ennuis, tout correspondait. Il n'était pas juste un homme en déclin. Il était un combattant vivant avec les conséquences de chaque round, chaque coup, chaque choc qu'il avait jamais pris. Un avertissement ambulant, et cela ne faisait qu'empirer. Pensez-y. Voici un homme qui avait été frappé par certains des plus grands cogneurs du sport, y compris Mike Tyson, dont les coups étaient célèbres pour leur puissance destructrice. Ajoutez des décennies de combat à fort impact, et vous avez une recette pour un traumatisme cérébral sérieux. Pas juste des bleus et des cicatrices, mais des dommages réels et permanents. Des dommages qui se glissent longtemps après la dernière cloche. Les signes étaient tous là. Il a un jour prétendu que le coup de knock-out de Tyson n'avait fait que passer au-dessus de mon front. Au lieu de le frapper réellement, était-ce une illusion, un déni, ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se passait dans son propre esprit? Et le caillot de sang trouvé dans son cerveau en 2000 n'était pas juste une note médicale. C'était la preuve irréfutable. La CTE ne vole pas seulement la mémoire. Elle réorganise le jugement. Elle transforme l'irritation en rage et la confusion en confrontation. La vie de Bourbic était devenue une série de désastres en escalade. Les simples disputes se transformaient en violence. La famille devenait des ennemis. Et tout semblant de paix avait disparu depuis longtemps. En 2006, il semblait que la seule certitude dans la vie de Bourbic était les ennuis. Mais même avec tout ce que nous avions vu, rien n'aurait pu préparer le monde à ce qui allait suivre. Car à la fin, Trevor Berbick n'est pas mort dans un lit d'hôpital entouré de sa famille. Il est mort violemment, soudainement, brutalement. Et le coup final n'est pas venu d'un rival ou d'un étranger. Il est venu de l'intérieur de sa propre lignée. C'est là que chaque fil de son histoire chaotique s'est finalement réuni et s'est brisé. L'homme qui avait survécu au poing de Mike Tyson a été assassiné de sang-froid par son propre neveu. Le matin du 28 octobre 2006, Trevor Bourbick a été retrouvé mort dans une cour d'église, dans sa ville natale de Norwich, en Jamaïque. Son corps était effondré sous le ciel ouvert, son crâne fracassé. Les blessures étaient aussi brutales que la police a d'abord eu du mal à identifier l'arme. Des marques de coupure suggéraient une machette, mais un tuyau en acier était également suspecté. Quoi qu'il en soit, le message était clair. Ce n'était pas un acte aléatoire. C'était calculé et personnel. Et il n'a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour trouver la source. Le tueur était le propre neveu de Bourbick, Harold Bourbick, accompagné d'un complice, Kenton Gordon. Harold s'était glissé dans la nuit et avait battu son oncle à mort, le mobile, un différend foncier, mesquin en apparence. Mais comme tout dans la vie de Berbick, l'histoire réelle était plus sombre. Des années de tension et de rancune avaient fermenté en quelque chose de mortel. Harold a plus tard prétendu qu'il craignait son oncle. Que cette peur soit réelle ou juste une excuse, nous ne le saurons jamais complètement. Le procès a dépeint une scène glaçante. Harold et Kenton ont tendu une embuscade à Bourbick tard dans la nuit, pendant ou après une dispute. Ce n'était pas rapide. Bourbick s'est battu, mais les coups continuaient de pleuvoir. Lourd, délibéré et fatal. À la fin, Harold a été condamné à la prison, à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Kenton a écopé de 14 ans pour homicide involontaire. La justice, au sens légal, a été rendue, mais aucune sentence ne pouvait effacer ce qui s'était passé.
Le combattant qui s'était autrefois mesuré aux légendes est mort, non pas dans le ring, mais dans la boue, assassiné par sa famille. Comment en est-on arrivé là? Comment un homme qui se tenait autrefois sous les feux de la rampe mondiale, qui a combattu des légendes comme Ali et Tyson, finit-il par perdre la vie de manière aussi crue et insensée? La réponse ne réside pas dans un seul moment. Elle s'est construite sur des années. La vie de Berbick après la boxe a été un lent démantèlement, et cela était nowhere plus visible que dans ses relations, surtout avec sa famille. Au moment où il a été expulsé en Jamaïque, sa réputation s'était érodée. Il n'a pas été accueilli comme un héros de retour au pays. Les gens qui auraient dû être sa source de soutien sont devenus ses ennemis. Pour Berbick, la famille n'était pas un refuge. C'était une autre arène de conflit. L'ironie de sa mort est difficile à ignorer. Un homme qui gagnait sa vie grâce à la force, la résilience et l'endurance a été pris par surprise à la fin par ceux qui lui étaient les plus proches. C'était l'effondrement final, symbolique de la décomposition complète de sa vie. Ce scanner de 2000 a révélé plus qu'un simple caillot de sang. Il pourrait avoir tenu la clé de son comportement. Nous l'avons vu auparavant. Et dans le cas de Berbick, ce n'est pas juste une théorie. C'est une explication probable pour l'homme qu'il est devenu. Car à la fin, il semblait ne plus pouvoir distinguer où se trouvait le véritable combat. Pourtant, il est impossible d'ignorer le rôle du choix dans sa chute. Bien avant les scanners cérébraux et les audiences judiciaires, il a pris des décisions imprudentes, violentes et souvent égoïstes. Il a repoussé les gens, attisé les conflits et laissé la paranoïa dicter son chemin. Cette guerre constante, menée à la fois contre lui-même et contre tous ceux qui l'entouraient, a-t-elle finalement poussé son neveu à bout? Ce qui est certain, c'est que sa vie s'est terminée d'une manière que personne ne devrait avoir à imaginer. Pour toute la douleur qu'il a causée et endurée, la mort de Berbick était toujours horrifiant. C'était l'acte final violent d'une histoire déjà lourde de honte, de colère et d'effondrement. Il était peut-être un combattant, mais même lui ne pouvait pas se sortir de cette fin par les poings. Champion, fidèle d'église, criminel. Sa vie était un tissu de contradictions troublantes. Il prétendait prêcher la vérité, mais vivait une vie pleine de mensonges. Oui, les dommages cérébraux peuvent expliquer une partie de cela, mais excuse-t-il la trace qu'il a laissée derrière lui? Les vies brisées, les condamnations criminelles, les gens qu'il craignait. C'est une question que les fans de boxe, et peut-être nous tous, devons affronter quand les lumières s'éteignent et que la foule cesse d'applaudir. Que devons-nous aux hommes qui ont tout donné pour nous divertir? Trevor Berbick a-t-il été victime d'un système défaillant ou de ses propres choix? À vous de décider. Nous voulons avoir votre avis. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Et si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour nous aider à continuer à plonger profondément dans les histoires au-delà du ring. À la prochaine.